Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h45, il faut plusieurs heures à une pâte pour lever, parfois plusieurs jours à une tempête pour se former. Pour Lola, il aura fallu 4 jours pour que le nom de la petite victime devienne une polémique derrière le crime barbare. Y a-t-il eu faute politique? C'est l'accusation qui a été brandie hier à l'Assemblée nationale par l'élu Les Républicains Éric Pauget. Écoutez. Monsieur le ministre, elle s'appelait Lola, elle avait 12 ans et elle avait toute la vie devant elle. Mais par faiblesse de la République, elle a vécu la douleur, la torture, la barbarie en plein Paris. Les réponses quelques minutes plus tard du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Écoutez. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Voilà, le poids des mots du garde des Sceaux applaudi à tout rompre par la majorité, par les bancs de la gauche aussi. Passe d'armes quelques minutes plus tard aussi entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne, la première ministre. Bref, l'horrible assassinat de Lola s'est transformé en pugilat politique. Le procès en indécence contre le reproche d'indifférence. Dans l'arène médiatique, c'est à peu près pareil. On va en parler ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Léo Zalter. Bonjour Dimitri. Journaliste politique à Marianne. Mathieu Bocoté est avec nous aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors oui, on lisait la presse ce matin, effectivement, et l'on retrouve peu ou prou les mêmes termes du débat, les mêmes reproches, les mêmes noms d'oiseaux d'un camp à l'autre. Oui, il y a deux éléments à travers ça. Le premier, c'est qu'évidemment, si on cherche à trouver un coupable dans la classe politique, qu'on pourrait dire c'est votre faute, ça n'aurait évidemment aucun sens. Ce serait même effectivement scandaleux si tel était le cas. Mais je ne vois personne en ce moment chercher le coupable qui devrait être désigné à la vindicte publique, tel politique, tel... Bon, on n'est pas là-dedans. Cela dit, que cet événement ne soit pas, comme je l'ai lu ce matin dans un quotidien, qu'un fait divers qui ne devrait pas impacter la vie publique. On a quand même des gens aujourd'hui, des éditorialistes qui nous écrivent dans des quotidiens français que c'est un fait divers qui ne devrait pas impacter la vie publique. Non, on est devant un événement qui est un fait de société, comme on le dit, un fait politique dans la mesure où il dit quelque chose aujourd'hui sur l'extension du domaine de la barbarie, l'extension du domaine de l'ensauvagement, l'extension du domaine de l'horreur. Et, par ailleurs, l'autre élément qui me semble essentiel, c'est que j'aimerais comprendre pourquoi, puis ça plusieurs l'ont dit, mais il faut le redire, pourquoi, par exemple, lorsqu'on a eu l'affaire George Floyd, eh bien, la planète a dû s'embraser, entre guillemets, à cause d'un événement qui s'était passé aux États-Unis, qui était horrible, sans le moindre doute, mais pourquoi en Suède, pourquoi en Grande-Bretagne, pourquoi au Canada, pourquoi en France, il fallait réagir et transformer les structures sociales pour ce qui s'était passé là-bas, mais aujourd'hui, puisque devant l'affaire Lola, ça devrait être un fait divers qui n'aurait aucun effet sur la vie publique. J'ai l'impression qu'ici, l'intelligence fait faillite. Il y a 2 poids, 2 mesures, vous pensez, dans le traitement. Mathieu parle à l'instant de l'affaire George Floyd qui met en balance avec cette affaire Lola. Louis Osalter, il y a 2 poids, 2 mesures? Non, je ne suis pas d'accord. Déjà, je trouve que il y a un traitement médiatique qui est là. C'est-à-dire que les médias ont fait en sorte aussi que l'affaire Lola devienne une affaire politique, au sens où ils se sont mis aussi à poser des questions et ça a trouvé un écho dans l'arène démocratique qu'est l'Assemblée. Dans le cas de George Floyd, il y avait des reproches à connotation raciaux. Là, rien ne nous dit, dans les éléments de l'enquête, que ce crime a la moindre connotation raciale. En revanche, il y a une connotation migratoire et une connotation psychiatrique. Je pense que c'est vraiment les 2 questions qui font que légitimement Lola devient une affaire politique nationale. Et que les politiques, même si diffuser la photo d'une jeune fille de 12 ans tuée dans des conditions atroces, alors même que la famille fait savoir qu'elle aimerait que son deuil soit respecté, ça me paraît de l'indécence. Et l'indécence de l'autre côté, c'est expliquer effectivement, comme le fait une partie de la gauche, et même Dupond-Moretti dans une certaine mesure hier, expliquer que c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est la fatalité qui a frappé et qu'il ne faut pas instrumentaliser. Il y a une différence entre instrumentaliser en diffusant une photo par exemple et en voulant servir sa petite soupe politique à travers ça. Mais Louis, et poser les bonnes questions. Est-ce que ceux qui disent... D'où les mentions des 2 causes que je vous expliquais. Immigration, c'est-à-dire chaos migratoire, chaos psychiatrique. Mais est-ce que ceux qui disent Dabia B, OQTF n'aurait pas dû être sur le sol français Ils posent une bonne question. Ça fait partie des bonnes questions que je souligne. Des profiteurs c'est pas racial, de malheur, c'est migratoire, c'est différent. Mais sont-ils des profiteurs de malheur? Ceux qui disent cela, j'emploie les mots qui sont ceux de l'édito du Parisien ce matin. Mais si je peux me permettre sur la question de la photo, parce que c'est assez important. C'est-à-dire, on nous dit on ne devrait pas la diffuser. Bon, j'entends l'argument en tant que tel, mais on va m'expliquer alors pourquoi ceux qui ont diffusé la photo il y a quelques années du petit Aylan nous expliquent aujourd'hui qu'on ne doit pas diffuser la photo de la jeune Lola. J'ai lu ça de la part d'un journaliste de l'IB, ce qui ne me surprend pas de la part de l'IB. Il n'en demeure pas moins que j'essaie de comprendre le critère qui permettrait de dire en quelles circonstances une photo peut être affichée, en quelles circonstances elle ne peut pas l'être. Et c'est ce 2 poids, 2 mesures, c'est cette asymétrie dans l'indignation. C'est le fait que pour une partie de la classe politique et médiatique, ce qui les indigne vraiment,
c'est assez fascinant, en fait. C'est moins, je reformule ça, ce qui les indigne vraiment, c'est, je dirais pas moins le drame en lui-même que le fait que certains parlent politiquement de la dimension sociologique, politique et culturelle de ce meurtre barbare. Donc la véritable indignation, ce n'est pas le meurtre, c'est que la droite en parle. Ben, je m'excuse, mais si la droite en parle d'une manière ou de l'autre, quelles que soient ses nuances, c'est tout simplement parce que la question de l'insécurité est au cœur de sa réflexion depuis longtemps, parce qu'elle prend au sérieux ce qu'elle y voit un fait de société. Oui. Est-ce qu'il faudrait se dire non, vous n'avez pas le droit d'en parler parce qu'on vous soupçonne toujours de mauvaises pensées? J'entre pas dans ce logiciel. Alors, je vais vous poser une autre question, Louis Osalter. C'est est-ce qu'on peut effectivement reprocher au gouvernement d'Elisabeth Borne lui faire peser toute la responsabilité de la politique migratoire et du fait que cette Dabiabé n'ait pas été expulsée alors qu'elle avait cette OQTF qui pesait sur elle. Mais plus généralement, la réaction de l'exécutif tout de même, quand on regarde un peu, on apprend le meurtre samedi matin, faut attendre lundi pour trouver une déclaration de Brigitte Macron dénonçant un drame abominable, et puis après il n'y a pas grand-chose à part tout de suite effectivement l'embrayage sur le thème de la récupération politique. Oui, mais le problème de ce genre de drame quand vous êtes au pouvoir, c'est qu'il n'y a aucune façon de bien vous en sortir, donc vous devez vous en prêter avec. Oui. C'est évidemment pas de la faute du gouvernement directement. Comme pour les grèves. Mais ils ont manqué de capteurs sur l'émotion que ça a suscité, et l'émotion elle est liée aux circonstances absolument terribles de ce drame-là, ce qui en fait une affaire hors norme. Moi, je distingue dans ce drame de ce qui est absolument hors norme. Oui. Déjà, le fait que ce soit une femme qui ait commis un crime abominable, c'est très rare. On le rappelle assez rarement, mais ce sont des hommes, les prédateurs d'enfants, les gens qui ont supplicié des enfants, qui les ont violés, qui les ont tués. Ça se passe à 15h à la sortie de l'école. Tout est hors norme dans cette affaire, sauf les deux points que je soulignais là, qui, eux, posent une question d'intérêt public. Effectivement, pourquoi cette jeune femme algérienne était sur le territoire alors qu'elle avait une obligation de quitter le territoire et qu'elle était en situation irrégulière en France depuis 2016. Ça repose la question de ces fameuses obligations qui n'en sont pas en réalité, qui sont pas obligatoires, et dont 9 sur 10 ne sont pas exécutées. Ça, on l'a écrit dans Marianne plein de fois, qu'effectivement, il y a c'est un symbole de l'impuissance publique absolument criant que de ne pas pouvoir expulser les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et deuxièmement, la question qui est moins évoquée médiatiquement dans cette affaire, mais qui à mon avis est au cœur, c'est la psychiatrie, c'est-à-dire le nombre d'individus qui ont des cabossés parce qu'ils ont des parcours migratoires qui sont complètement déracinés, qui sont paumés et qui se baladent, qu'on voit tous les jours dans les rues de nos grandes villes. Ça aussi, c'est une impuissance publique, et ça rejoint l'état désastreux du suivi psychiatrique de gens qui, dans les années avant les années 70, étaient dans des asiles, étaient internés. Oui. Et depuis que cette doctrine a un peu changé et qu'on interne moins, on n'a pas suivi tous ces individus qui, parcours migratoire aidant et choc de la vie aidant, se retrouvent dans des situations complètement erratiques. Mathieu Bocoté. Alors, je suis d'accord qu'on ne saurait réduire cet événement à je ne sais quelle théorie, quelle qu'elle soit, à je ne sais quel système explicatif. On est à un tel degré dans l'horreur qu'il y a une singularité absolue de ce meurtre et de ce point de vue, il faut effectivement penser cette singularité. Mais ça n'empêche pas la réflexion sur sa signification sociale et politique. Ce que j'entends, cela dit, lorsqu'on voit l'espèce de débat s'enclencher, c'est que finalement, et je pense que c'est ce qu'il va falloir expliciter d'une manière ou de l'autre, c'est ce qui fait en sorte qu'on a le droit de mentionner certains cas dans la catégorie faits divers et d'autres dans les catégories faits de société. On doit minimalement être capable de distinguer qu'est-ce qui relève des uns, qu'est-ce qui relève des autres. Sinon, ça crée dans une partie de la population le sentiment que finalement certains morts sont des morts de seconde catégorie et certains morts méritent notre indignation publique. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que cette tendance qu'ont beaucoup de responsables politiques à euphémiser un petit peu cette affaire, il y a aussi une forme de pudeur, de gêne que personnellement je ressens, mais beaucoup de gens aussi, je pense beaucoup d'auditeurs, à se dire oui mais faut penser aux parents. Est-ce que les parents, ils ont envie qu'on politise la mort de leur fille? C'est la grande question. Et donc l'interview d'un maire qu'on a entendu aussi sur Europe 1, le maire de Fouquerolles, qui a pu échanger avec la famille de cette pauvre jeune fille. Fabien Roussel les a rencontrés aussi d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est ce qu'il disait lors de votre interview. Et il expliquait cette famille voulait que le temps du deuil soit respecté. Après, on ne peut pas empêcher une affaire qui charrie une émotion pareille de devenir un débat politique. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, l'affaire Lola trouve un écho politique parce qu'elle pose certaines questions politiques. Mais c'est là en fait que la frontière est très ténue entre le débat politique et effectivement le fait de se servir notamment d'une photo d'une jeune fille, alors qu'on ne sait pas si la famille est vraiment enchantée de voir la photo de leur fille tuée se balader partout sur les réseaux sociaux, pour en découler une théorie qui expliquerait tout. Et ça rejoint ce que disait Mathieu sur le fait que dans une affaire hors norme comme celle-là, il n'y a pas un système de pensée unique qui permet de décoder les réseaux. Sur la photo, juste un mot simplement. Il y a une
autre interprétation possible de la diffusion de la photo, c'est simplement cette idée que son visage ne doit pas être oublié. Moi, je ne vois pas là-dedans une volonté de provoquer une forme de colère politiquement structurée. C'est vraiment un visage comme celui-là qui, je veux pas faire de la poésie à 2 balles, mais un visage qui est celui de l'innocence dans les circonstances, qu'il ne soit pas oublié, que ce ne soit pas un visage de plus dans les statistiques de la délinquance et du crime, que ce visage marque nos consciences. Je comprends pourquoi plusieurs ont fait circuler cette photo, pas pour des raisons politiques, pour témoigner sur la mode presque de l'émotion immédiate de cette idée où nous devons nous souvenir. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Louis Osalter. Marianne, la une de Marianne demain. Nous n'avons pas de carburant aujourd'hui, aurons-nous de l'électricité demain, pour nos voitures notamment. Oh, comme c'est rassurant. Et Mathieu Bocoté, bonne journée. Bonne journée à tous les deux. Alors, je sais que ça vous fait tous qui nous écoutez réagir, cette affaire Lola. On en reparlera évidemment à midi dans Europe Midi avec Romain Desarbres.